Soyez les bienvenus sur Tcheleka Media, plus loin que l'œil puisse voir. Aujourd'hui, Apollyon Mavungu est notre invité. Avec lui, nous parlerons de son livre « Message d'un étudiant de Dakar à Brazzaville ». Un livre dans lequel l'auteur confronte les mœurs, la politique et la culture sénégalaise aux réalités congolaises. La grande interview, c'est maintenant. Notre invité est un passionné de la littérature et de l'écriture, auteur de plusieurs ouvrages, notamment Diaretou et Josué. Comme série sur le gâteau, il revient avec Message d'un étudiant de Dakar à Brazzaville. Mesdames et messieurs, je vous présente Josué Apollyon Mavungu. Bonjour monsieur Apollyon. Bonjour monsieur Josué. Comment allez-vous? Je vais bien, merci et vous? Quelles sont vos impressions d'être parmi nous dans la grande interview sur Tcheleka Media? Je suis heureux d'être là et je vous remercie pour l'invitation. Si je vais vous demander de prendre votre ouvrage, votre roman. Nous allons... D'entrée? Oui. Ok. Pourquoi avez-vous choisi de confronter spécifiquement les réalités de l'Afrique de l'Ouest à celles du Congo? Pourquoi? C'est déjà lorsque je suis arrivé au Sénégal, parce que moi je suis parti au Sénégal pour mes études. Quand je suis arrivé, j'ai été ébloui par ce pays, par la ville de Dakar. Et automatiquement, je sais pas pourquoi ça m'est arrivé, mais automatiquement, j'ai commencé dans ma tête à faire des comparaisons entre ce que je voyais à Dakar et ce que j'avais vu et vécu au Congo. Et c'est ce qui m'a mené à écrire le livre. Dans cet ouvrage, vous comparez le mode de vie entre les deux peuples, les Sénégalais et les Congolais, notamment les commerçants. Vous parlez de l'attitude qu'ont les Sénégalais envers les clients au Sénégal et de l'attitude qu'ont les Sénégalais ici au Congo. Ici, vous avez signifié qu'ils sont désagréables envers les clients, tandis qu'au Sénégal, ils sont accueillants, ils sont affables. Comment pouvez-vous expliquer ce contraste? Alors, je sais pas, mais il faut quand même nuancer, monsieur Josué. Oui. C'est que ce ne sont pas tous les commerçants qui sont désagréables. Il y en a certains. Moi, en tout cas, ce que je décris dans le livre, c'est un commerçant que j'ai connu dans mon enfance qui était désagréable, pas à tout moment. Il l'était lorsqu'il nous voyait aller acheter des produits dans une autre boutique que la sienne. Et lorsqu'on passait devant sa boutique, automatiquement, pour lui, on n'était pas ses clients à lui, on était des clients d'autres personnes et il se comportait de façon désagréable avec nous. Mais c'est pas tous les commerçants sénégalais au Congo qui sont désagréables. Et pour la majorité, c'est vrai qu'il y a des exceptions, mais pour la majorité, c'est ce qu'on voit presque tous les jours, parce que vous étiez ébloui lorsque vous êtes arrivé au Sénégal. Vous voyez comment est-ce que les commerçants étaient chaleureux, comment est-ce qu'ils étaient naturels envers vous. Ils vous prenaient pour des rois, comme on le dit, le client est roi. Tandis qu'ici, chez nous, la réalité, elle est tout autre. Et son problème d'éducation ou de culture commerciale? Ça, je ne sais pas. J'ai essayé de décrire ce que moi j'ai vu. Et c'est vrai qu'il faut le reconnaître qu'au Sénégal, les commerçants sont plus accueillants. Et, voilà, au Congo, certains ne le sont pas. C'est déplorable, mais bon, voilà. Sur le plan des mœurs, monsieur Apollyon, vous vous montrez très critique envers les jeunes de 30 ans qui demeurent encore sous le doigt parental et qui dépendent encore financièrement de leurs parents. Et j'aimerais savoir, vous posez une question de savoir, est-ce que selon vous, cela est entièrement de leur faute, compte tenu du contexte économique actuel? Non, ce n'est pas entièrement de leur faute, mais j'aimerais quand même qu'on contextualise parce que au Sénégal, par exemple, les enfants restent chez leurs parents jusqu'à l'âge adulte. Ils y ont même des enfants, ils y vivent avec leurs petits-enfants, avec leurs enfants, il n'y a pas de problème. Seulement nous, au Congo, notre culture, moi de la maison dans laquelle j'ai grandi, de la culture dans laquelle j'ai grandi, notre culture voudrait que lorsqu'on est majeur, qu'on puisse quitter le toit parental. Ce que je remarque, parce que même lorsqu'on était enfant, dès qu'on est arrivé à 16 ans, 17 ans, les parents ont tendance à toujours construire un petit studio, comme on appelle ça, à l'extérieur pour dire à l'enfant, prépare-toi déjà à sortir de chez moi. Oui, pour être indépendant. Oui. C'est ça. Et quand on a 20 ans, 25 ans, les parents commencent à nous dire, tu es assez grand maintenant, tu es adulte, il faut que tu penses aller construire ton foyer, il faut que tu sortes de chez moi. Aujourd'hui, le constat, c'est que on a des jeunes qui ont la trentaine, qui dépassent la trentaine et qui sont encore chez leurs parents et qui trouvent cela normal. Et moi, c'est ce qui m'offusque. C'est que... Vous avez mené des enquêtes et vous avez conclu que ils trouvent cela normal ou parce que ce sont les conditions qui leur imposent? Plusieurs trouvent cela normal. Même dans le livre, je parle d'un grand frère que j'ai connu à Dakar. Oui, depuis 2001. Qui est à Dakar depuis 2001 pour ses études. Et qui continue de recevoir et pour lui, c'est normal. ses parents.
Moi, j'ai quoi? J'ai la vingtaine, donc je vais recevoir le peu d'argent que les parents m'envoient pour mes études. Je vois le grand frère, le tonton qui a la quarantaine, qui lui aussi va dans le point western. Moi, je me dis, bon, le grand, il vient là sans doute pour envoyer de l'argent au pays, mais à ma grande stupéfaction, il est en train de recevoir de l'argent et il est fier de me dire, je suis en train de prendre l'argent que mon père m'a envoyé pour payer mon loyer. Donc, moi, c'est ce que je décris. C'est qu'on normalise ce qui est anormal. Moi, je pense que lorsqu'on a un certain... Qui normalise? Qui normalise? Mais nous, dans nos têtes, nous-mêmes les jeunes, nous-mêmes les jeunes, nous normalisons le fait que à 30 ans, 40 ans, que nous puissions encore dépendre de nos parents. Vous êtes sûr que cela dépend entièrement des jeunes, de vivre encore chez les parents à un certain âge? Moi, à quel âge est-ce que vous avez quitté le non, toit parental? on n'est pas là pour parler de moi, on parle de livre. Ce que je dis, moi, c'est que je trouve anormal, parce qu'il y en a d'autres qui pensent que c'est anormal, je suppose. Mais plusieurs jeunes aujourd'hui pensent que c'est normal qu'au-delà de la vingtaine, de la trentaine, qu'on puisse encore dépendre de ses parents, qu'on puisse encore vivre sur le toit des parents. Moi, ce que je dis, c'est que c'est anormal et que il est temps que nous puissions nous prendre en charge. C'est pas facile, hein. Je suis pas en train de dire, mais oui. Il faut se chercher dans la vie, monsieur Josué. Il faut se chercher dans la vie. Rester chez les parents jusqu'à un certain âge doit pouvoir être une révolte pour nous. Moi, j'ai eu cette révolte-là, puisque vous voulez qu'on parle de moi. Personnellement, j'ai eu cette révolte-là. Dès que j'ai eu mes 18 ans, 20 ans, je voulais plus vivre chez mes parents. J'ai décidé d'aller vivre chez ma grand-mère. Et chez ma grand-mère, je dépendais pas de mes parents, je dépendais de moi-même. Je vivais dans une maison blanche. Certains vont penser mais ceux qui me connaissent savent que j'ai quitté le toit parental où j'avais presque tout, où je vivais normalement, où j'étais nourri, logé, etc. Je termine, je suis parti chez ma grand-mère. Et chez ma grand-mère, j'avais une maison blanche. J'avais un petit studio en planche. J'avais pas d'eau potable. Chez moi, quand il pleuvait, il y a l'eau qui tombait sur moi, sur mon lit. Et j'ai vécu là. Et j'ai commencé à me battre là. Je dis pas que j'ai pas eu de coup de pouce. Je dis pas qu'on ne m'a pas aidé. Mais je dis que j'ai eu cette volonté d'aller me chercher. Et je pense que c'est ce qui manque à certains d'entre nous. Je ne critique pas les jeunes. Et je dis que quand on a un certain âge, il faut qu'on ait cette révolte-là qui dit que il faut que j'aille me chercher. Et je pense au fond de moi que même quand c'est difficile, qui cherche finit par trouver. Et donc lorsqu'on décide de se prendre en charge, on finit par s'en sortir. Dans un pays, prenons cas de figure, dans un pays où il n'y a pas de bourse, où il n'y a presque pas d'emploi, comment voulez-vous que ces jeunes puissent se retrouver et d'assurer leur indépendance? Est-ce que dans un pays où il n'y a pas de bourse, où il n'y a pas d'emploi, déjà, même les salaires sont précaires. Non, mais dans tous les pays, il y a ces problèmes-là. Même en Amérique, il y a des chômeurs. En Allemagne, il y a des chômeurs. En France, il y a des chômeurs. Faut pas penser que le chômage est juste une question congolaise. Au Sénégal, il y a des chômeurs. Le truc, c'est que nous, au Congo, nous voulons tout attendre de l'État. Alors que aucun État dans le monde ne peut résoudre le problème de toute sa population. C'est pourquoi il faut, je le dis très humblement, il faut avoir cette révolte en soi pour dire il faut que j'aille me chercher. Et comme je l'ai dit tantôt, le jeune homme qui dit que je vais aller me chercher finit par trouver la voie, finit par se retrouver. Dans la facilité, je vais aller me chercher facilement. Pas dans la facilité. Je connais par exemple un petit frère qui aujourd'hui, pour s'en sortir, a lancé un petit commerce qui lui permet de survivre. Vous voyez ce que je veux dire? Je connais plein d'autres frères. Moi, par exemple, j'ai des amis. Peut-être que moi, j'ai un travail quelque part qui me permet d'avoir un salaire à la fin du mois. Mais j'ai plein d'amis qui n'ont pas peut-être la même opportunité, la même chance que moi. Mais qui se démerdent, qui vivent par eux-mêmes, qui payent leur loyer, qui font des petits commerces. Donc, si eux peuvent le faire, pourquoi pas les autres? En parlant tout justement des jeunes, vous abordez également le grand banditisme. Vous parlez du phénomène Colonna. Selon vous, ce phénomène, parmi l'une des causes de ce phénomène, il y a les responsabilités parentales. Il y a également les pouvoirs publics qui sont parmi les acteurs qui n'agissent pas. Et vous, quelles sont les solutions que vous proposez pour pouvoir éradiquer ce phénomène une bonne fois pour toutes, puisque vous en parlez dans votre livre? Je pense qu'il y a déjà une opération qui a été lancée. C'est une opération à saluer à bien des égards. Et cette opération, aujourd'hui, je pense, a permis d'éradiquer ce phénomène, peut-être à 90%, de ce que moi je vois, de ce que moi j'ai pu constater. Est-ce que cette opération est fiable? Non. Est-ce qu'à travers cette opération, on ne parlera plus de phénomène bébé noir dans notre pays? Est-ce que, selon vous, telle est la meilleure des solutions? En tout cas, monsieur José, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on parle de moins en moins du phénomène de Colonna.
aujourd'hui. Et je pense que on était tranquille peut-être pendant 3-4 mois. C'est peut-être hier ou avant-hier qu'on a suivi dans certains médias qu'il y a eu 2-3 altercations dans certains quartiers. Mais depuis que l'opération a été lancée, on peut dire qu'il y a une certaine accalmie. Ces jeunes-là, le grand banditisme, c'est vraiment a été presque éradiqué. On va dire ça comme ça. Et donc, excepté cela, excepté cette mesure qui a été prise, je pense que l'éducation familiale, c'est très importante. Hein, l'éducation familiale, où les parents doivent être plus regardants avec leurs enfants. Moi, je me souviens, on en parlait il n'y a pas longtemps avec un ami, moi je me souviens que lorsque nous étions enfants, notre éducation ne dépendait pas seulement de nos parents. Il y avait aussi la société, le quartier, les parents du quartier qui nous éduquaient. Dans la mesure où moi, jeune homme, quand j'ai moins de 18 ans, lorsqu'une maman du quartier me voyait avec une cigarette en train de fumer dans un coin de rue, la nouvelle va arriver chez mes parents. Ouais, c'est une manière aussi de nous éduquer. Quand tu arrives à la maison, le père te dit, mais toi tu fumais à tel endroit. Tu te dis, mais comment tu sais, toi tu étais censé être au travail, comment tu as appris cela? Mais c'est parce que dans le quartier, il y avait cette façon de faire qui faisait que tout le monde avait besoin d'éduquer l'enfant de l'autre. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne trouve plus trop cela. Aujourd'hui, on laisse nos jeunes faire tout et n'importe quoi et personne ne prend le soin d'aller prévenir les parents de tel ou tel jeune. En parlant toujours des jeunes, vous parlez également dans cet ouvrage des jeunes filles, des femmes, pour ne pas dire jeunes filles. Selon vous, au Congo, il n'y a presque plus de femmes vierges. Sur quoi sont fondés vos propos? Je suis jeune moi-même. Déjà, c'est un sujet que j'aurais du mal à aborder à la télévision. Excusez-moi, puisque vous l'avez dit dans votre ouvrage, vous devez assumer vos propos. L'artiste, lorsqu'il se met dans son coin, dans sa petite chambre en train d'écrire, est capable d'écrire certaines choses qu'il aurait du mal à assumer en public. Mais ce que je dis, c'est un constat qui peut-être ne dérange pas d'autres. Moi, je crois en la tradition. Hein, moi, je crois en la tradition et je crois que nos valeurs fondamentales, nos valeurs africaines doivent être préservées. Et dans le livre, si je parle de la virginité, c'est parce que au Sénégal, par exemple, parce que je compare, comme vous avez dit, j'essaie un peu de comparer les deux sociétés. Au Sénégal, la virginité, c'est un sujet qui est tabou et on essaie de préserver les femmes au maximum. On essaie de les préserver au maximum. C'est-à-dire que la femme sénégalaise fait en sorte que, en se mariant, qu'elle n'est pas encore connue d'homme. Au Congo, ce n'est plus trop le cas. Vous en conviendrez avec c'est moi. votre point de vue. Je ne peux pas convenir à ce que vous dites. D'accord. Est-ce que vous en doutez? Je cite ce que vous avez mentionné dans votre ouvrage. Vous me permettez de lire un extrait? Oui, non, attendez, monsieur José. Oui. Est-ce que nous sommes d'accord aujourd'hui que les femmes congolaises se préservent de moins en moins pour le mariage? Ce ne sont pas les mots que vous avez utilisés ici. Non, mais est-ce qu'on est d'abord d'accord ici, vous avez dit que la dernière fois que j'ai vu tomber sur une jeune femme vierge au Congo, c'était en 2016, elle avait 17 ans. Un cas isolé. C'est pour dire qu'il n'en existe presque plus. Oui, je pense qu'il n'en existe presque plus parce que vous avez les statistiques? Il y a une dépravation des mœurs. Il y a une dépravation des mœurs qui est flagrante. Hein? Aujourd'hui, au Congo, dans notre pays, les jeunes femmes se laissent aller et font tout et n'importe quoi, se dévoient. Et ça, c'est une réalité. Et on en voit partout. On le voit dans les quartiers. Moi, je suis dans les quartiers. Je traîne dans les quartiers populaires. Et peut-être que vous n'allez pas dans les quartiers populaires, mais je vois cela. Et on voit à quel point les jeunes filles aujourd'hui font tout et n'importe quoi. Donc même dans les églises, on ne peut plus trouver de femmes vierges. Non, ça, je sais pas. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, en parlant toujours des dépravations de mœurs, j'aimerais vous poser une question de savoir, selon vous, quelle est la cause profonde de la dépravation des mœurs en République du Congo? Alors, je pense qu'il y a déjà les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, ces réseaux sociaux abrutissent, pervertissent les jeunes. Tout ça, je vais vous citer Facebook, TikTok, Instagram, Snapchat. Tous ces réseaux sociaux ne font que éloigner les jeunes de tout ce qui est bien, hein, de bonnes mœurs. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils regardent sur les réseaux sociaux? Ce sont les influenceuses qui font tout et n'importe quoi, qui leur vendent la belle vie, paraît-il, et ça donne à tout le monde, les jeunes, ça donne à tout et n'importe quoi. Donc je pense que la cause fondamentale, il y a les réseaux sociaux, et puis il y a toutes les séries que nous regardons à la télévision, les novellas, toutes ces choses-là, qui nous font croire que à 12 ans, à 14 ans, avoir un petit copain, c'est normal. Faire certaines choses, c'est normal. Ce sont la télévision, les réseaux sociaux, toutes les séries qu'on peut regarder sur Netflix, etc. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut plus faire?
Bah, il faut déjà, moi je pense, je suis très radical, hein, excusez-moi, mais déjà moi je pense qu'il faut peut-être suivre l'exemple de la Chine. TikTok par exemple, qui est un réseau social chinois, est interdit à certaines heures aux jeunes Chinois. TikTok, qui est un réseau social chinois, est programmé de sorte que qu'elle puisse toujours, qu'il puisse toujours diffuser ou montrer aux enfants des émissions ou des émissions qui soient instructives. Or, au Congo, les jeunes qui sont exposés à TikTok, pas qu'au Congo, dans le reste du monde, même en Europe, etc., dans le reste du monde, les jeunes qui sont exposés à TikTok, ce qu'on leur montre, ce sont des humours, ce qu'ils appellent lifestyle, où les gens sont dénudés, en train de danser, en train de faire tout et n'importe quoi. Voilà, des choses comme ça. Donc, je pense qu'il faut peut-être interdire TikTok. Pour moi, il faut interdire TikTok au moins de 18 ans. Je pense que cette mesure a été déjà prise en France, où on interdit TikTok au moins de 15 ans. Au moins de 15 ans. Au Congo, je pense qu'il faut aller au moins de 18 ans. Ça ne coûterait rien. Déjà, ils n'y apprennent absolument rien sur ce réseau social. C'est juste pour se divertir. C'est juste pour se divertir. Et je pense qu'ils ont assez de divertissement avec la télévision, avec leur portable. Leur retirer TikTok ne leur tuera pas. Ne tuera pas ces jeunes. Bien au contraire. Et s'ils peuvent remplacer TikTok par les livres, ce sera encore plus intéressant. Par les livres, c'est-à-dire qu'on puisse bannir les réseaux sociaux et qu'on puisse adonner uniquement la lecture, parce que vous en parlez que, selon vous, la lecture doit être le moyen de distraction par excellence. Avec un téléphone, on peut lire un livre. Avec un smartphone, on peut lire un livre. Pourquoi vous voulez seulement que on puisse lire le livre en version papier et pas électronique? Non, moi je suis pour toute lecture. Pour toutes les lectures, qu'elles soient en version électronique ou en version papier. Dès lors qu'on lit, pour moi, c'est important. Ce que je dis, c'est que les réseaux sociaux abrutissent les jeunes. Et ça, c'est une réalité qui est indubitable, qui est indéniable. Hein? Donc, maintenant, puisque sont ces réseaux sociaux qui les abrutissent, pourquoi ne pas leur en priver? Déjà, si on leur en prive, Monsieur Josué, si on interdit à un jeune de 18 ans d'aller sur Facebook, TikTok, Instagram, machin, ça lui fera quoi? Ça ne va rien le faire. Par contre, si le jeune qui s'adonne à ces réseaux sociaux, qui va sur ces réseaux sociaux, ne lit pas, qu'est-ce qu'il va devenir? Je pense que vous avez la réponse. Je pense qu'on a tous la réponse. Ok, on va parler à présent de la culture, parce que vous avez parlé des mœurs, vous avez également parlé, vous avez évoqué un aspect culturel, et selon vous, la ville de Brazzaville, le nom que porte notre capitale est à changer, et le mémorial Pierre Savarin de Brazza, d'après ce que vous dites dans votre livre, est à bannir. C'est-à-dire que le mémorial Pierre Savarin de Brazza n'a pas sa raison d'être. Pourquoi avez-vous tenu ce genre de propos? Pourquoi ce sentiment envers ces monuments historiques? Non, j'ai pas de problème avec des monuments historiques. Ce que je dis, c'est que Brazzaville, le nom Brazzaville vient du colon, parce que c'est un colon. Excepté le fait que c'est un colon, Monsieur de Brazza était un mercenaire. On sait ce que c'est qu'un mercenaire. Donc Brazzaville vient de lui. Ça vient de le nom de notre capitale, le nom que porte notre capitale aujourd'hui vient de Brazza. De Brazza, qui était un mercenaire français qui a été envoyé pour coloniser, pour venir assujettir les populations en Afrique centrale, et etc. Monsieur Josué, toutes les capitales qui portaient les noms des colons ont été changées, ont été rebaptisées. On a par exemple Léopoldville, juste à côté à Kinshasa, qui a été rebaptisé. On a Constantinople en Turquie qui a été rebaptisé. Je pourrais vous en citer peut-être 10 ou 15. On a Libreville qui reste inchangé. Mais Libreville, ça ne se réfère pas à un colon. Il y a peut-être Franceville qui se réfère à un colon, que je pense qu'il faut changer. Il y a un travail qui a été fait au Sénégal où on est en train de rebaptiser toutes les rues qui portaient les noms des personnes qui sont venues pour coloniser les Noirs, etc. Moi, ce que je dis, et c'est mon point de vue et je l'assume, je dis que il est anormal que notre capitale puisse porter le nom de ce mercenaire français. C'est un mercenaire. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et je pense que il faut rebaptiser. Il faut donner un autre nom. Et quel nom vous proposez? Je sais pas. Trouvons un nom qui puisse revenir sur nos racines, qui puisse retracer, qui puisse révéler notre identité. Je pose la question parce que les noms, vous les avez. Oui, mais il faut lire le livre. J'aimerais que ça sorte de vous. Que les lecteurs aillent lire le livre pour voir mes propositions. Mais je propose d'autres noms, oui, parce que je pense que si ça a été fait ailleurs, pourquoi nous on doit continuer à garder le nom d'un colon? Parce que c'est un colon, c'est un mercenaire. C'est quelqu'un qui est venu pour nous coloniser, qu'on ne nous raconte pas tout et n'importe quoi. Moi, je suis convaincu que De Brazza n'est pas venu pour notre bien. Il est venu pour nous coloniser
pour nous assujettir à la France. Et donc, on ne peut pas continuer à laisser notre capitale porter ce nom. Et c'est ce travail qui est en train d'être fait dans presque tous les pays d'Afrique, où on est en train de changer les noms des avenues, des ruelles, parce que c'est pas normal. J'ai vu dans une ruelle à Pointe-Nord, une école, qu'on avait baptisé complexe scolaire. Bon, je vais taire le nom. Mais ça portait le nom d'une personne qui était favorable à l'esclavage. Pour moi, c'est un problème. Il faut qu'on revienne à notre identité. Il faut connaître notre identité. Il faut connaître notre passé. Un promoteur ne peut pas donner à son école le nom d'une personne qui était favorable à l'esclavage. Ça donne quel sens à la chose? Pour moi, c'est un problème. D'où vous proposez également lorsque je vous dis la destruction du mémorial Pierre Savané de Brazza. Non, je ne dis pas qu'il faut détruire le mémorial Pierre Savané de Brazza. Je dis qu'il faut rebaptiser. Il faut rebaptiser. Et je le dis avec beaucoup d'émotion parce que moi, ça me fait mal. Moi, ça me fait mal. Pourquoi ça vous fait mal? Parce que je viens de le dire, monsieur Joly, ce n'est pas normal que nous puissions continuer à garder ces noms de ces personnes qui sont venues pour nous coloniser, pour nous faire du mal. Si vous repartez quelques années en arrière, si vous repartez plusieurs années en arrière, et que vous allez dire à nos aïeux qui étaient là pendant que ces colons-là venaient, parce qu'il y en a qui sont morts de les luttes avec ces colons-là, parce que de Brazza, quand il est venu dans son premier voyage, il a été refoulé. Il a été refoulé. Si vous allez demander à nos aïeux qui l'ont reçu, etc., que finalement, on donnera plus tard à la capitale de tel pays ou de notre pays le nom de ce colon, je suis sûr qu'ils ne seraient pas heureux. Donc, si c'est en train d'être fait ailleurs, si Léopoldville a été baptisé, si Constantinople, si d'autres villes ont été baptisées, pourquoi pas l'un autre? C'est ce que je dis. Et je pose la question. Vous nous donnez l'impression d'avoir un sentiment anti-français, pour ne pas dire colonial. Non, c'est l'impression que vous donnez. Je sais pas anti-français. Vous tirez le bouchon plus loin encore. Vous dites que Campus France, c'est une arnaque. Quels sont les arguments? Qu'est-ce que vous avez comme argument pour justifier cette accusation? C'est pas une accusation, c'est un fait. C'est un fait. Nous avons reçu la semaine passée, nous avons reçu des messages de Campus France, oui, qui demandant d'aller d'envoyer via le lien qu'ils nous ont envoyé nos dossiers pour ceux qui aspirent pour poursuivre leurs études ailleurs. Et vous me dites que c'est une arnaque. Oui, mais c'est mon point de vue. Alors, moi j'ai vu ce qui se passe. Je suis écrivain. J'ai vu ce qui se passe et j'écris ce que moi je vois. Pourquoi certains pensent que c'est une arnaque? Parce que ce que je dis forcément dans le livre n'est pas forcément à penser aussi. Je suis en train de peindre la société. Vous avez dit que vous avez lu dans le livre, dès le titre, je dis ce sont des messages d'un étudiant qui partent de Dakar à Brazzaville. Et donc je suis en train de relater des faits de société. Et donc de ces faits de société, il y a plusieurs jeunes aujourd'hui qui s'offusquent du fait que ils vont donner 65 000 francs CFA pour des frais de dossier et finalement ils n'ont jamais gain de cause. Moi, je pense que je dis pas forcément que tout le procédé est à annuler. Je dis qu'il faut peut-être revoir certaines choses. Pourquoi donner 65 000 francs juste pour une étude de dossier? Donc, pour qu'on puisse seulement étudier votre dossier, vous devez payer 65 000 francs, c'est pas. Alors que nous sommes dans un pays, vous en parlez tout à l'heure, où il n'y a pas assez d'argent, où il y a le chômage, etc., etc. Et il y a même des systèmes où on vient pour nous dire qu'on va vous aider, etc., etc. Des aides de développement, etc., etc. Je vais pas aller trop en profondeur. Ce que je dis, c'est que 65 000 francs, c'est pas juste pour les frais, juste pour qu'on puisse étudier le dossier. Je trouve que c'est exorbitant pour des jeunes qui n'ont presque pas d'argent, pour des parents qui ont du mal à payer la scolarité de leurs enfants. Je pense qu'il faut peut-être réduire le montant. Parce que je suppose qu'il y a des gens derrière qui travaillent pour ces études de dossier-là. Mais 65 000 francs, je pense que c'est trop. C'est exorbitant. Si on peut revoir à la baisse. Parce que si vous prenez le nombre d'argent qui est accumulé pour dans chaque pays d'Afrique, parce que complètement, c'est pas seulement au Congo. Prenez tous les pays d'Afrique, prenons seulement les pays francophones. Il y a combien de demandes par année? Vous multipliez par 65 000 francs CFA ou par 60, là, je crois que c'est maintenant 75 000 francs CFA. Vous multipliez par 75 000 francs CFA, vous verrez combien ça va donner. Donc moi, je pense qu'il faut, je le dis modestement, je pense qu'il faut réduire ce coût. Message d'un étudiant de Dakar à Brazzaville, un livre de 93 pages, mais qui en dit long sur les faits de société. Monsieur Mavungu, j'aimerais vous poser une question de savoir, parce que dans cet ouvrage, vous incitez la jeunesse à prendre leurs responsabilités, de pouvoir condamner, de dire les choses telles qu'elles sont en ce qui concerne la mégestion, la mauvaise gestion de la chose publique. Et selon vous, quelle devait être la posture de la jeunesse, des jeunes, vis-à-vis de leurs dirigeants lorsqu'ils dirigent mal le pays? Je pense que... Parce que vous lancez une invite. Oui, c'est une invite à la jeunesse, vous leur demandez de prendre leurs responsabilités. Je pense que notre
notre pays, notre Afrique, parce que moi j'aime bien l'Afrique, je suis panafricaniste. Je pense que cette Afrique, les anciens, donc les personnes qui sont plus âgées que nous, parce que moi j'ai moins de 35 ans, je suis jeune. Ah, j'ai moins de 35 ans, je suis jeune. Et donc je pense que nos parents qui sont à la tête de nos États ne pourront pas développer ce pays à eux, nos pays à eux seuls. Et je pense que nous aussi les jeunes, nous aurons du mal à développer nos pays sans eux. Ce que moi je pense pour que nos pays puissent avancer, c'est qu'il faut une synergie des forces. Il faut la sagesse des anciens d'une part, et puis la fougue de la jeunesse de l'autre pour que nous puissions avancer. Et donc lorsque j'invite la jeunesse, lorsque je nous invite nous les jeunes à prendre nos responsabilités, c'est aller auprès de ces vieux, essayer d'avoir une place auprès d'eux, et puis avancer avec eux. Parce que eux-mêmes ils ne pourront pas, nous-mêmes nous aurons du mal, nous les jeunes. Donc il faut le faire ensemble. Et donc la jeunesse, au lieu de toujours attendre, parce que c'est cette attitude que nous avons, à rester dans notre coin, à attendre que eux ils viennent vers nous, etc., etc. Même dans notre tradition africaine, c'est pas le vieux qui vient vers le jeune, c'est le jeune qui va vers le vieux. Il faut que nous ayons cette humilité et cette volonté d'aller vers les vieux et puis leur donner nos idées, leur dire moi je suis prêt à travailler, j'ai de la volonté, j'ai de la rage, j'ai de la fougue, j'ai de la niaque. Utilise-moi pour faire avancer telle chose. Nous avons plein de vieux dans nos quartiers qui sont très intelligents, qui sont très futés, mais qui ne peuvent pas faire certaines choses du point de vue de l'âge, etc., etc. Nous les jeunes, au lieu de nous atteler à toujours faire tout et n'importe quoi, nous pouvons aller voir. Moi, si j'ai un vieux dans mon quartier, je dis n'importe quoi, qui est un sénateur par exemple, rien ne m'empêche moi jeune, au lieu d'aller m'asseoir dans un cinéma pour aller parler de Ronaldo, de Messi, ou au lieu d'aller m'asseoir dans la rue pour fumer, pour faire tout et n'importe quoi, je pourrais me rapprocher de ce vieux qui est un sénateur pour échanger avec lui, qui me parle de son parcours, comment il a fait pour devenir ce qu'il est devenu, est-ce qu'il n'aurait pas besoin d'une certaine aide, et le tout, c'est qu'il ne faut pas aussi forcément mettre l'argent en avant. Il faut plutôt privilégier les compétences, ce qu'on va acquérir. Parce que forcément, lorsque vous traînez avec une personne qui est plus âgée, qui a plus d'expérience, qui a réussi, entre guillemets, sa vie, forcément, vous avez des orientations qui peuvent vous permettre aussi de réussir. Et donc, mon invite à moi, c'est de dire aux jeunes, ne critiquons pas, ne passons pas notre temps à critiquer, ça ne nous apportera rien. Allons vers ces vieux, parce qu'ils ont besoin de nous de la même manière que nous avons besoin d'eux pour faire avancer le pays. Allons vers ce vieux, humilions-nous, vers ces vieux, humilions-nous, et puis apprenons avec eux et avançons avec eux. En parlant de nos dirigeants, en tant que jeunes, quelle lecture faites-vous sur la manière de gouverner de nos dirigeants actuels? Non, quelle lecture faites-vous en toute liberté? Parce que vous appelez les jeunes à une prise de responsabilité de dire les choses telles qu'elles sont. Vous ne pouvez pas demander aux gens de faire des choses que vous-même n'êtes pas capable de faire. Mais qui vous dit que je ne le fais pas? D'accord. Bah moi je me rapproche de certains vieux. Moi j'ai plein de doyens, de vieux qui sont en activité, qui sont par-ci par-là, qui travaillent. Moi je me rapproche d'eux. Mes meilleurs amis à moi, ce sont des personnes qui ont plus de 50 ans, 60 ans. Monsieur C'est vrai. Non, oui. mais ça je dis, laissez-moi évoluer. C'est vrai que j'ai des amis qui ont le même âge que moi, mais j'en ai beaucoup aussi, et ce sont pas mes amis, j'en ai beaucoup. J'ai des doyens avec qui je parle, qui sont plus âgés, auprès de qui je prends des conseils et qui m'aident à avancer dans la vie. Quelle lecture faites-vous sur l'action de nos dirigeants actuels? Quelle est ma préoccupation? Je pense qu'ils font de leur mieux. Je pense qu'ils font de leur mieux compte tenu du contexte et de la situation de laquelle nous sommes. Ils font de leur mieux, ils font avancer les choses et nous les encourageons à toujours mieux faire. Voilà. Quelles sont vos attentes sur le prochain gouvernement? Non, pour le moment, j'ai pas d'attente. Tout ce que, si vous voulez que j'ai des attentes, non, j'ai pas d'attente. Si ce n'est que espérer que qu'ils puissent continuer à bien gouverner, à faire en sorte que le pays puisse avancer comme ils sont en train de le faire. En parlant tout justement de nos dirigeants, vous êtes indigné lorsque vous apprenez qu'il y a un ministre qui dit qu'il n'a pas de vision. C'est ce que vous dites dans votre ouvrage. Selon vous, est-ce que le manque de prospective serait la cause ce serait l'une des causes qui empêcherait l'émergence de notre pays? Non, je ne pense pas que ce soit déjà. Moi, j'ai écrit le livre en 2021. Oui. J'ai écrit parce que mais ça pourrait porter, et ça je le dis très ouvertement, ça pourrait porter à confusion. Moi, j'ai écrit le livre en 2021. J'étais à Dakar. Ce que le ministre a dit, le ministre auquel vous faites mention, a dit, je pense qu'il a dit en 2021-2025. Moi, j'ai le livre. Non, mais laissez-moi terminer, monsieur Joseph. Je n'ai rien dit. Vous m'avez posé une question. Le livre, je l'ai écrit en 2021. J'étais étudiant à Dakar et ça n'a rien à voir avec les propos qu'un autre aurait tenus. Et d'ailleurs, même dans le livre, dès l'entame, je dis que tout rapport, tout propos qui pourrait s'assimiler
à des personnages ou à des personnalités est fortuite. Donc ça n'a rien à voir avec ce que l'autorité aurait dit. Moi, ce que je dis, c'est que je pense, c'est que dans tout dans la vie, même quand on est jeune, il faut toujours avoir une vision claire de ce qu'on veut faire, de ce qu'on veut devenir. Dans le contexte Non, mais dans le contexte du en livre. quoi est-ce que un ministre, le fait de ne pas avoir de vision serait mauvais, serait mal? Parce que vous êtes ingénieur, vous me permettez de lire, je peux lire. Vous. Bah, allez-y, mais bon, ce que je dis dans le livre, Oui. c'est que c'est important d'avoir une vision. Lorsque je suis à la tête d'une structure, il faut que j'ai une vision claire et nette de ce que je veux faire. Et moi, c'est ce que je dis. C'est important d'avoir une vision. Monsieur Apollyon Josué Mavungu, nous arrivons vers la fin de notre émission. Une dernière question. D'après vous, un quinquennat est suffisant pour impulser un véritable développement. Quelle alternative proposez-vous pour pallier cette limite temporelle? Un quinquennat est insuffisant. Oui, selon vous, parce que c'est ce que vous dites, 5 ans ne suffisent pas pour développer un pays. Oui, je le pense, parce que ce système pseudo-démocratique qui consiste à organiser des élections chaque 5 ans, ne nous permettra pas d'avancer. Je dis n'importe quoi. Prenons un exemple d'un pays lambda, d'un pays... imaginons n'importe quel pays. Hein, on va l'appeler peut-être... donnez-moi un nom. Vous pensez à quelque chose? Vous avez pensé à quelque chose? Disons Tcheleka, voilà, le pays Tcheleka. Dans le pays Tcheleka, je suis élu président. D'accord? Dans ce pays, je suis élu président pour un mandat de 5 ans. Au moment où j'arrive en fonction, quand je prends mes fonctions, il me faut déjà commencer à m'installer. Donc, je vais peut-être prendre 1 année ou 2 ans, le temps de m'installer, de placer mes hommes par-ci, par-là, de prendre les dossiers qui ont été laissés par mon prédécesseur, le temps de bien m'en imbiber, etc. Dans ça, là, je vais perdre 2 ans. 2 ans, 1 année ou 2 ans. Rien que dans ça. La 3e année, je me dis, bon, il est temps maintenant de mettre en place mon projet de société. Donc, je commence maintenant à réunir les hommes qu'il faut pour pouvoir mettre en place mon projet de société. Et dans ça aussi, je peux perdre 2 ans. Et lorsque je perds 2 ans, je suis déjà à la 4e année. À ma 4e année, il faut que je pense aux élections qui doivent venir. Merci, monsieur Apollyon Josué Mavungu. Laissez-moi. Vous voulez continuer? Oui, juste pour dire allez-y. que je pense que organiser des élections chaque 5 ans pour nos États africains qui sont encore en construction, ça ne tient pas. Et donc, il faut peut-être élargir les mandats. C'est moi qui le pense. Je dis pas qu'il faut le faire au Congo ou qu'il faut le faire je ne sais pas où. Je dis juste que dans nos pays africains qui sont en construction, 5 ans de mandat, c'est trop court. Il faut élargir pour combien d'années? Pour combien Je d'années? ne sais pas. Il faut aller peut-être au-delà de 5 ans. Il faut aller au-delà de 5 ans parce que 5 ans, c'est insuffisant. Parce que lorsqu'il vient, la personne qui vient au pouvoir, n'a pas le temps de réaliser tous ses projets. On ne change pas un pays en 5 ans ou en 10 ans. Les pays aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Qu'on a tendance à se comparer aux pays occidentaux. Ces pays-là ne se sont pas formés, ne se sont pas construits, ne se sont pas bâtis en 10 ans ou en 20 ans. Ils ont pris plusieurs années pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Et nous aussi, si nous aspirons à ce développement, il nous faut prendre du temps. Il nous faut plus de temps. Et je rejoins ce que le président Ibrahim Traoré disait pas longtemps, pour ceux qui vont suivre son émission. Message d'un étudiant de Dakar à Brazzaville. Comment et où s'en en procurer? Le livre, il est disponible en ligne, sur Amazon, on peut le commander partout. Et après, il est aussi disponible à la FNAC et dans toutes les librairies que vous trouverez au Congo, à l'Harmattan, partout. Nous sommes arrivés à la fin. Apollyon Josué Mavungu, un dernier mot? Vous remercier pour l'opportunité que vous me donnez de pouvoir m'exprimer. Et remercier les téléspectateurs et inviter les jeunes à se procurer ce livre pour... Vous avez omis de dire le prix, de donner le prix de l'ouvrage. Oui, il coûte 10 000 francs. 10 000 francs, j'ai voulu qu'il soit court pour qu'il ne coûte pas trop cher. Donc, remercier les Et pour vous, 10 téléspectateurs. 000 francs, c'est pas cher? C'est moins cher? Il y a des livres qui coûtent 30 000. Donc, 10 000 francs par rapport à 30 000, je pense que 10 000, ça va. Donc, Pourquoi ne pas faire un don aux jeunes? c'est Aux étudiants qui n'ont pas de bourse, de leur faire un don. Même quand on n'a pas la bourse, on a l'argent. J'étais étudiant moi aussi. Donc, je disais que remercier les téléspectateurs et puis nous inviter, nous les jeunes, à prendre nos responsabilités et à nous rapprocher. Arrêtons de critiquer nos papas, nos anciens qui sont en place. Pensons plutôt à nous rapprocher d'eux pour voir comment nous pouvons amener notre pays de l'avant. Merci, monsieur Josué Apollyon Josué Mavungu. Nous sommes arrivés à la fin de notre grande interview. Merci de partager, liker, commenter ce contenu. On se dit à très bientôt sur Tcheleka Média, le loin que l'œil puisse voir.